Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont examiné et voté à l'unanimité 3 résolutions pour la création de commissions d'enquête parlementaire. Ces résolutions permettront de gérer le passif de la promotion immobilière et d'investiguer sur l'efficacité des projets et programmes, entre autres. Et puis la Cour des comptes a présenté officiellement son rapport annuel 2022 aux hommes et femmes de médias, même si des irrégularités sont constatées dans ce rapport pour ce qui concerne la gestion des budgets, l'on note une amélioration significative au niveau de la gestion des institutions. Et puis FESPACO 2025, l'appel à film a été lancé officiellement ce matin par le délégué général du FESPACO pour cette édition qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Ce sont plus de 3000 films qui sont attendus. Les inscriptions ont commencé aujourd'hui et vont jusqu'au 30 septembre prochain. C'est à l'Assemblée législative de transition que nous ouvrons ce journal. À l'unanimité, les députés ont examiné et voté les 3 propositions de résolution portant création des 3 commissions d'enquête parlementaire. La première résolution porte sur la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural au Burkina. La seconde permettra de gérer le passif foncier. Toutes les précisions avec Alexis Wenkouni Belmnaba. Et où promotion foncière? Qualifié de bombe à retardement, la gestion foncière au Burkina Faso, le législatif se saisit de l'affaire. Dans sa quête d'assurer la sécurité foncière effective au profit de l'ensemble de la population rurale, le Parlement burkinabé met en place une commission d'enquête sur le foncier rural. Et c'est à l'unanimité que les députés ont voté cette résolution portant création de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural. Cette résolution a pour objectif de permettre aux députés de s'approprier des problèmes du foncier afin de pouvoir interpeller le gouvernement pour que des solutions idoines, imminentes et immédiates soient trouvées. Nous avons précisé dans notre document qu'il s'agit des entrepreneurs agricoles, y compris bien sûr, c'est aussi qu'on qualifie d'agro-businessmen. Mais à cela, nous verrons s'il y a d'autres acteurs sur le terrain qui se sont accaparés des terres rurales. Donc ça ne serait pas juste limité s'il y a vraiment d'autres acteurs aussi qui ont... Autre résolution, c'est celle portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le passif de la promotion immobilière. Une fois de plus, les 70 députés présents ont donné leur quitus pour la mise en place de cette commission. Une résolution devenue effective, le porteur du projet justifie. Parce que des informations que nous avons, quoique la nouvelle loi interdit la vente de terrains nus, des promoteurs immobiliers s'adonnent actuellement à la vente de terrains nus, tout en prenant soin d'antidater les documents. Alors si l'Assemblée ne prend pas ses responsabilités, nous serons des médecins après la mort. Quelqu'un l'a dit, c'est une bombe à retardement. N'attendons pas que la bombe explose avant d'agir. Que faire des droits mis en cause? Pour le député Yaya Karambiri, un chemin d'appurement du passif sera trouvé afin que leurs droits soient rétablis. Les droits en cause sont de plusieurs ordres. Au cours de l'enquête, nous allons identifier ces droits en cause-là. Et nous avons dit plus loin dans les objectifs que nous allons proposer un schéma d'appurement du passif, tout en veillant à ce que les droits des uns et des autres soient rétablis et que les torts causés, aussi bien par l'État que par les promoteurs immobiliers, soient réparés. Voilà la mission que la commission d'enquête parlementaire veut se confier. La commission de l'évaluation de la politique et du suivi de la mise en œuvre des recommandations créée en 2018 indiquait dans son rapport 2020 que seulement 3% des mesures proposées au gouvernement ont été mises en œuvre relativement à la promotion immobilière et le foncier urbain. Le 21 février dernier, le gouvernement adoptait le décret portant création d'une autorité nationale de coordination du foncier. Ces 2 commissions d'enquête parlementaires sur le foncier vont donc contribuer efficacement à la résolution de la crise latente au bonheur de la population rurale.
La troisième résolution va permettre d'investiguer sur l'efficacité des projets et programmes financés sur ressources extérieures au Burkina Faso. Elle va permettre surtout d'analyser le processus de négociation et de conclusion des accords de financement, entre autres. Le député Mamadou Yaro, porteur de ce projet, donne plus de précisions dans cet extrait. Écoutons. Grande partie, la majeure partie des investissements publics et dans tous les secteurs, que ce soit l'eau, les infrastructures, la santé, l'éducation, etc., etc. Et donc, ces projets, ces programmes sont des démembrements que le gouvernement a mis en place pour donc investir. Investir pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et en même temps que ce sont des projets qui doivent réaliser ces investissements, ce sont aussi des structures de gestion des fonds sur financement extérieur. Et donc, nécessairement, il faut veiller à l'utilisation efficiente de ces ressources-là. Donc, vous voyez que plusieurs problématiques sont posées concernant justement ces projets et ces programmes. Et donc, nécessairement, il faut que nous puissions nous intéresser à l'efficacité de ces projets et programmes. Quel est l'impact que cela a sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations? Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de mettre un projet en place, mais il s'agit de répondre à un besoin précis des populations, ce qui d'ailleurs a été la justification de la formulation du projet. Et maintenant, une fois que le projet est exécuté, il faut s'assurer que des études d'impact ont été réalisées par le gouvernement ou certains partenaires techniques et financiers après la clôture du projet. 5 ans ou 10 ans après la clôture du projet, on doit pouvoir revenir pour dire si ce projet-là a eu un impact sur la vie des populations. Et nous poursuivons avec la Cour des comptes. Après avoir transmis son rapport annuel 2022 au président de la transition le 16 février dernier, la Cour des comptes a tenu une rencontre avec la presse pour présenter la substance de son rapport entre audit et recommandations pour une meilleure utilisation des ressources publiques. Les magistrats notent une amélioration de façon générale de la gestion financière des institutions burkinabées. Yassine Sawadgo nous en parle dans ce reportage. C'est un rapport public 2022 subdivisé en 5 chapitres. Comme l'indique l'article 128 de la loi organique, chaque année, la Cour examine les observations faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées pendant l'année précédente pour produire son rapport d'activité. Ce rapport public qui peut suggérer des réformes jugées nécessaires est remis au président du Faso et publié au journal du Faso dans le présent rapport. Au titre de l'année 2022, le présent rapport public qui fait la synthèse des activités non juridictionnelles constituées essentiellement des audits et contrôles, des certifications et autres émissions d'opinion sur des états financiers se structure en 5 chapitres qui s'articulent autour du fonctionnement et des perspectives de la Cour, du contrôle de l'exécution des lois de finances RD6 2021, du contrôle de gestion des collectivités territoriales, du contrôle de gestion des projets de développement financés sur ressources extérieures et autres organismes soumis au contrôle de la Cour et des propositions de réforme, recommandations en lien avec la relecture des textes. Pour ce qui concerne le rapport du contrôle des gestions des collectivités territoriales, des difficultés plus précisément dans la commune rurale de Nagrengo. La Cour des comptes a également effectué des audits des performances financières, mais aussi et surtout contrôlé l'utilisation des financements publics, des campagnes électorales. À cela s'ajoute l'appréciation générale sur le Fonds spécial routier du Burkina et le programme d'appui au développement sanitaire. Par rapport au Fonds spécial routier du Burkina, des poursuites ont été engagées. Par rapport au PADS, des poursuites ont été engagées. Et spécialement par rapport au PADS, relativement aux fonctionnaires qui ont été mis à la disposition du projet,
et qui ont continué pendant un certain temps à toujours percevoir leur salaire au niveau du ministère des Finances, le chef de l'État, quand nous lui avons remis les rapports, il a instruit de saisir le ministre des Finances pour que des ordres de recettes puissent être émis contre ces fonctionnaires. Et nous avons adressé la lettre au ministre des Finances avec une copie du rapport pour suite à donner. Le chapitre 4 du rapport traite les propositions de réforme en lien avec la relecture des textes relatifs à l'exécution des lois de finances, la gestion des projets et programmes de développement et au contrôle de l'utilisation des subventions de l'État pour les campagnes électorales. Le parquet général est chargé de suivre l'exécution des décisions de la Cour. Il va rentrer en contact avec éventuellement le ministère des Finances pour voir ce qui peut être fait pour le recouvrement de ces subventions qui ont été accordées et qui n'ont pas pu être justifiées. Je précise que M. Taouriou Bari a fait un recours contre la décision qui a été prise par la Cour des comptes. Il estime que la décision qui a été prise à son égard n'est pas juste, donc il a fait un recours. Et son dossier est en traitement. Alors, quant à M. Ablassé Ouedraogo, nous n'avons pas encore de réaction de sa part. On attend. Pour cet exercice de redevabilité, la Cour des comptes note une amélioration de façon générale au niveau de la gestion des comptes. Selon le premier président, un appui conséquent doit être apporté aux organes de contrôle pour leur permettre de travailler en toute quiétude. Nous vous l'annoncions en titre, la 9e édition du FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars 2025. Et pour cette édition à venir, ce sont plus de 3000 films qui sont attendus. Les inscriptions ont débuté aujourd'hui même et vont jusqu'au 30 septembre prochain. Après avoir lancé officiellement l'appel à films, le délégué général du FESPACO a dressé le bilan de l'édition passée. Tous les détails avec Mamidriana Kamabou et Adrien Guigemde. www.fespaco.bf, c'est la plateforme sur laquelle les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pourront s'inscrire et soumettre leurs œuvres à la délégation générale du FESPACO à compter de ce 29 février jusqu'au 30 septembre 2024. Débutée depuis 2021, cette digitalisation facilitera l'inscription aux acteurs des autres pays. Et pour cette 29e édition, plus de 3000 films sont attendus. Oui, c'est vrai que nous avons mis le deadline pour le 30 septembre, je crois que c'est ça, voilà, le 30 septembre. Nous demandons aux réalisateurs, aux professionnels du cinéma de respecter ce deadline. Parce que il y a un gros travail qui se fait après les inscriptions, vous savez, résumer les films, les synopsis, lire, corriger, et aussi avoir des versions en anglais, en français, et aussi inviter les professionnels qui seront sélectionnés. Donc nous demandons vraiment aux professionnels de travailler, de faire de telle sorte que les films soient vraiment dans les délais, ce qui va faciliter le FESPACO de pouvoir travailler et de pouvoir être aussi à jour, et comme beaucoup de gens demandent, le catalogue, le programme, et aussi ce qui va permettre aussi à ceux qui sont à l'international aussi de pouvoir se préparer aussi pour être au jour J au FESPACO. Le Tchad est le pays invité d'honneur de cette biennale du 7e art édition 2025. Le thème retenu est cinéma d'Afrique et identité culturelle. La question donc de l'identité et de la formation et la réception. Quel type de formation pour quel type de cinéaste pour atteindre quel objectif? C'est-à-dire notre cinéma et pourquoi? Pourquoi nous faisons du cinéma? Donc ce sont des questions essentielles qui rendent compte donc de cette identité. Au-delà donc de cette problématique, nous pouvons réfléchir à notre cinéma, à l'ancrage culturel de notre cinéma. L'ancrage culturel, mais mettre cet ancrage culturel en face donc de l'universalité. Comment les cinémas d'Afrique peuvent parler au reste du monde? À cette conférence de presse, les premiers responsables du FESPACO ont fait le bilan de la 28e édition. L'événement dédié au 7e art a enregistré 1142 films visionnés provenant de 51 pays, dont 170 sélectionnés avec 28 films burkinabés. 57 prix ont été décernés, dont 36 officiels et 21 spéciaux. Cela a coûté 218 millions, dont 108 millions en palmarès officiel et 110 millions en prix spéciaux. En termes de participation, il y a eu 57 pays avec 2413 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.
Les travaux de la 4e journée de l'inclusion financière au Burkina Faso se sont tenus ce matin ici à Ouagadougou. Professionnels de banques, sociétés d'assurance et systèmes financiers décentralisés ont vu leur capacité en termes de dispositifs de prévention, de lutte contre le blanchiment des capitaux renforcés. À travers cette journée, ces acteurs entendent ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs de l'inclusion financière au Burkina Faso dans un contexte de défis sécuritaires et humanitaires. L'ouverture des travaux est signée Sanata Siri. La journée de l'inclusion se veut un cadre de réflexion et de partage d'idées entre professionnels des banques, sociétés d'assurance et systèmes financiers décentralisés. L'objectif de cette journée, selon le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, Diakaria Ouattara, est de permettre aux différents acteurs d'être mieux outillés en matière d'inclusion financière. C'est l'occasion pour eux d'analyser les contraintes de l'inclusion financière et trouver des éléments d'équilibre entre les objectifs de l'inclusion financière et ceux de la réglementation. À travers cette journée, ces acteurs entendent ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs d'inclusion financière au Burkina Faso, surtout dans ce contexte difficile. Il faut dire qu'au plan national et au plan régional, des stratégies d'inclusion financière ont été élaborées et sont en cours de mise en place. Alors, comme vous le savez, le système financier dans sa globalité constitue l'acteur principal de la mise en œuvre de ces actions-là, de ces actions à l'endroit des populations pour le financement au sein de l'économie, mais aussi pour la mise à disposition des services financiers à l'échelle de notre pays. Alors, l'ensemble des experts qui vont en tout cas travailler sur cette journée vont pouvoir dégager des recommandations pertinentes qui seront mises en œuvre par l'ensemble de nos collaborateurs dans les différentes organisations que nous constituons aujourd'hui. Inclusion financière et dispositifs de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, quel équilibre? C'est le thème qui fera l'objet d'échanges et de réflexions au cours de cette rencontre. Et la ministre en charge du budget, représentante du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, de saluer l'initiative et le choix de ce thème qui est d'une importance capitale. Ce thème, c'est bien vrai qu'on veut donc atteindre une inclusion financière totale avec une grande partie de la population. Et en même temps, il y a le défi aussi de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc c'est comme si nous sommes un peu dans un dilemme et c'est bien que les différentes associations puissent se réunir, donc discuter et voir le juste milieu. Voilà, donc en ce sens que le gouvernement aussi a entrepris des actions d'assèchement des sources de financement du terrorisme, et tout en ne mettant pas en cause tout ce qu'il y a comme objectif par rapport à l'inclusion financière. Il faudra aussi qu'on puisse faire en tout cas la part des choses pour ne pas aussi favoriser le financement du terrorisme. 4e du genre, cette journée de l'inclusion financière est à mettre à l'actif de 3 associations du monde des finances, à savoir l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, l'Association des professionnels des sociétés d'assurance du Burkina et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition de Translog Africa. Après 3 jours de communication, de partage d'expériences, de rencontres d'affaires et d'apprentissage, les participants ressortent de ce symposium avec des recommandations à l'endroit des différents acteurs de la chaîne des transports et de la logistique en Afrique. La cérémonie marquant la fin des travaux dans ce reportage signé Fatimata Nikema. C'est fini pour le symposium international sur les transports et la logistique en Afrique, Translog Africa édition 2024. Les 3 jours de travaux ont permis aux participants et organisateurs de faire le tour de toutes les questions liées au thème, notamment les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit essentiellement des questions de containerisation, du coût du transport, de la sécurisation et de la taxation du bordereau électronique du suivi de cargaison. Nous avons constaté que 2 pays côtiers continuent de percevoir de façon indue le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Alors qu'il s'agit, c'est un document qui est levé pour des marchandises par le pays, justement, de destination de la marchandise. Donc une recommandation forte a été faite à l'endroit de ces pays-là de se conformer à la réglementation internationale en la matière. Ils ne sont pas les seuls à être interpellés. Recommandation a été faite à l'endroit de tous les acteurs intervenant dans la chaîne de transport pour une meilleure fluidité du secteur en Afrique. Les participants, eux, ressortent bien outillés et prêts à affronter les défis du moment.
We have learned a lot, particularly on the issues and challenges facing. Nous avons beaucoup appris, notamment sur les défis du domaine. Nous travaillons avec beaucoup de ports en Afrique, comme celui de Lomé. Ce rendez-vous est donc une occasion pour nous d'analyser ce qui se passe sur le continent africain. Et je pense que c'est une opportunité à saisir pour asseoir des collaborations et rendre les opérations plus fluides en Afrique. Able to trade among ourselves to make the African Continental Free Trade Area operational. Le ministre des Transports, président de Translore Africa édition 2024 et représentant du patron de l'événement, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité le Conseil burkinabé des chargeurs CBC et l'ensemble des participants pour la réussite de cette 4e édition. Selon Roland Somda, les suggestions et les perspectives issues de ce symposium permettront aux acteurs des transports et de la logistique d'orienter les actions futures vers les bénéfices qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Pour mémoire, le prochain rendez-vous de Translore Africa, c'est en 2026. L'actualité, c'est aussi la sortie médiatique du CISAG, de retour du front. Isiaka Ouedraogo, le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, fait le point de son séjour sur le théâtre des opérations. Il donne des nouvelles du docteur Ablassé Ouedraogo et de docteur Daouda Diallo, actuellement au front suite à des réquisitions. Le président du CISAG explique aussi les circonstances dans lesquelles ces derniers ont apparu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Tous les détails avec Dorothée Bambara et Michael Tougri. Isiaka Ouedraogo, celui-là même qui a été réquisitionné pour le front il y a de cela une année, était face à la presse ce 29 février. Au menu des échanges, son expérience vécue sur le terrain des combats dans la dynamique de la lutte contre le terrorisme ainsi que les perspectives sécuritaires. Pour le conférencier du jour, l'envoi de personnes au front pour permettre à ces derniers de constater de visu l'évolution sécuritaire a sa raison d'être en ce sens où ces personnes auraient refusé la réquisition proprement dite. Chaque Burkinabé est donc, selon Isiaka Ouedraogo, susceptible de se retrouver au front. Celui qui ne veut pas aller au front, celui qui a peur d'aller au front, que la personne se taise et reste chez elle. Même si la personne fait des prières pour que nous échouons sur le plan sécuritaire, ça c'est son problème. Au moins personne ne sait que tu as fait une prière publique pour en fait demander à ce que nous perdions en fait la lutte. Mais au moins quand on ne peut rien faire, quand on a peur, on s'éteint et on s'assoit chez soi. Mais aujourd'hui, nous avons tous ce devoir patriotique en tout cas de veiller à ce que la sécurité revienne dans notre pays parce que nous avons un seul pays, un seul bien. On n'a que le Burkina qui est notre fierté. Sur la question de la circulation de certaines images de personnes réquisitionnées au front, notamment Ablassé Ouedraogo et Daouda Diallo, le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement s'est voulu rassurant. J'ai envoyé les vidéos pour que les gens sachent qu'en réalité, au moins la vidéo, vous n'allez pas dire quand même qu'on a truqué la vidéo. La vidéo, elle est claire et nette. Et vous avez vu, docteur Ablassé Ouedraogo, il n'a mal nulle part. Et des gens ont même posé la question que oui, voilà, il est malade, voilà pourquoi il n'a pas pu s'agenouiller pour en fait faire le tir, tout. Mais écoutez, mon ami, Ablassé Ouedraogo à son âge, vous voulez qu'il puisse avoir les mêmes mobilités que moi? Quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et il y a des positions auxquelles on ne peut pas en fait lui demander de faire parce qu'on n'a pas le même âge. Voici les circonstances dans lesquelles les photos et les vidéos ont été faites. Et soyez sûr d'une chose, bientôt, que ce soit docteur Ablassé Ouedraogo, que ce soit docteur Diallo, ils viendront nous retrouver ici en bonne santé s'il plaît à Dieu. Isiaka Ouedraogo a par ailleurs saisi l'occasion pour réitérer son soutien aux autorités de la transition tout en lançant un appel au peuple burkinabé à l'unité nationale pour accompagner les forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme. Pour aider les populations à comprendre le langage juridique, le CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains, a conçu une boîte à images. Dans cette boîte à images, l'on trouve des visuels sur lesquels il est transcrit ce qui est contenu dans le dit guide. L'idée est de favoriser l'accès à la justice aux justiciables et amener ces derniers à comprendre à travers une image le message et la portée de la loi. Acteurs de la chaîne judiciaire travaillant dans le domaine de l'assistance juridique et judiciaire se sont rencontrés ce matin donc pour valider cette boîte à images. Pour en savoir davantage, suivons ensemble ce reportage de Michael Tougri et Serge Kabouri.
Ils sont des acteurs de la chaîne judiciaire, des organisations de la société civile et des institutions travaillant dans le domaine de l'assistance juridique et judiciaire. À cet atelier, il est question pour les participants d'apporter leur contribution et procéder à la validation de la boîte à images. Ces images devraient permettre aux populations de mieux comprendre certaines notions juridiques au regard de l'évolution de la législation en la matière. Ces boîtes à images vont ainsi faciliter la compréhension et l'appropriation des contenus des différents documents élaborés. Cette boîte à images, c'est de transcrire en visuel ce qui est contenu dans le guide justiciable en matière pénale, pour que le justiciable, à travers une image, puisse comprendre le message et la portée de la loi selon le cas dans lequel le justiciable sera. Le droit n'est pas toujours compris. Les juridictions n'ont pas toujours été bien comprises. Les procédures aussi sont très généralement ignorées par nos populations, excusez-moi de l'expression, en majorité analphabètes. Du coup, un tel guide, si vous le parcourez, c'est un langage très simple, mais très accessible. Mais encore, l'image permet aussi de coller à l'effectivité du contenu ce qu'on recherche à travers ce guide. Un atelier de validation et d'appropriation de la boîte à images qui a connu la présence du ministère en charge des droits humains. Jean de Dieu Yelkoum, directeur de l'accès à la justice et de l'aide aux victimes, a félicité le CIFDA pour la conception de ces supports. La boîte à images validée par les participants est désormais un mécanisme qui permet aux justiciables une compréhension plus simple de la justice et une promotion du droit d'égal accès à la justice. Ce guide est lié au défi que le ministère en charge de la justice doit relever concernant l'accès à la justice, l'accessibilité à la justice et précisément l'accessibilité psychologique de la justice. Donc ce guide qui a été conçu à l'initiative du CIFDA vise à permettre à rendre accessible le langage judiciaire qui parfois est difficile à comprendre, accompagnant ces guides avec des images. Si lors des séances de sensibilisation, on présente des images pour illustrer ce qui est dit dans le guide, le message va passer mieux et donc ça va faciliter l'appropriation et la compréhension du contenu de ce guide. Donc, l'élaboration de la boîte à idées par le CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, a été rendue possible grâce à l'appui de l'Agence des USA pour le développement international à travers le barreau américain Initiative pour l'état de droit. Et c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.